Otep, frères, chères sœurs d'Afrique et du reste du monde, je vous salue au nom de l'eau bénédiction à vous. L'impératif exorcisme de l'aliénation d'un peuple d'Afrique. Il est temps que certains politiques africains mettent un peu de désaliénation dans cette institution de fous. Non, je ne suis pas anglophone, je suis Zulu. Je viens là de citer Madame Nkosazana Dlamini Zuma, nouvelle présidente de la Commission de l'Union africaine, qui tentait de démentir être la candidate des pays africains de la langue anglaise. Il est de mon devoir, moi, Niché Sopi, digne fils d'Africain, de mettre en Italie toute action menant à la désaliénation du peuple africain. Aussi, Madame Nkosazana Dlamini Zuma, mes respects, félicitations pour votre nomination, je vous salue. Et d'ajouter, le comportement de l'aliéné africain ne couvre pas seulement la sacralisation de son être francophone, de son être état lusophone, de son être anglophone. Il reconquiert aussi un nationalisme ridicule émanant de petits pays morcelés par l'Occident. Fier d'être gabonais, fier d'être ivoirien, fier d'être camerounais, encore que sais-je, fier d'être burkinabé. C'est aller dans le sens inverse de la désaliénation du peuple africain. Si le Gabonais se considère comme appartenant à une nation à part entière, il développe de facto une identité qui se forge dans l'altérité, dans l'opposition à l'autre. Donc, il rejette systématiquement son voisin, qui d'antan était considéré comme son frère. C'était une seule entité. Idem pour le cas burkinabé ou béninois. Rien ne sert de changer la sémantique si les frontières n'évoluent d'un iota. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, saint Thomas n'a fait que déshabiller Pierre pour rhabiller Paul en parlant de la Haute-Volta qui est devenue Burkina Faso. Cela va sans dire, ces oppositions et rivalités rébarbatives entre mêmes peuples d'Afrique ne sont pas fortuites. En effet, ils sont tributaires d'un certain principe de l'intangibilité des frontières, accepté par tous les Africains fiers d'être et de revendiquer leur assimilation. Apparemment, Madame Nkosazana Dlamini Zuma, il n'y a pas que cette institution africaine qui est folle. Le continent tout entier africain est un asile de fous. J'en conviens comme vous, il est temps, grand temps, d'y remédier. Le nom juridique latin du principe de l'intangibilité des frontières, uti possideis juris, provient de l'expression utis possidetis ita possidetatis, signifiant vous posséderez ce que vous possédiez déjà. Provenant du droit romain, le principe de l'intangibilité des frontières, en plus de considérer les royaumes déjà établis territorialement, autorise une partie à contester et à réclamer un territoire qui a été acquis par la guerre. Le terme a été récemment utilisé lors du retrait de l'Empire espagnol de l'Amérique du Sud au XIXe siècle. S'appuyant sur ce principe, les nouveaux États cherchèrent à s'assurer qu'il n'y aurait pas de terra nullius en Amérique latine lors du retrait espagnol. Il s'agissait aussi de réduire la possibilité des guerres frontalières entre les nouveaux États indépendants. Même si le Royaume d'Espagne s'est officiellement retiré de l'Amérique, il est bon de préciser, car personne n'est dupe,
que la plupart des Espagnols sont restés en Amérique afin de concevoir pour eux-mêmes ces nouveaux États. Ce principe juridictionnel a pris une toute autre trajectoire quand il a fallu légiférer territorialement parlant sur les royaumes africains. Comme pour le Royaume-Uni, le Royaume de Suède, le Royaume du Danemark, etc., le principe de l'intangibilité des frontières aurait dû être appliqué dans les mêmes conditions pour l'Empire Songhai, le Royaume Ashanti, le Royaume du Congo, le Royaume du Zimbabwe, etc. Puisqu'au même titre que le Royaume-Uni, nous, peuple d'Afrique, étions déjà indépendants dans nos royaumes respectifs, avec donc une législation territoriale en vigueur. Le fameux traité de Berlin de 1885, conclave européen pour la redistribution des territoires du monde, a dérogé à toute règle en faisant fi du principe originel de l'intangibilité des frontières pour donner valeur à une toute autre définition du genre. Dorénavant, il est un principe de droit international par lequel des États nouvellement indépendants ou bien des belligérants d'un conflit conservent pour l'avenir et à la fin du dit conflit leur territoire. Et pour intégrer ce nouveau concept juridictionnel dans l'inconscient collectif africain, l'aliénation passa par le direct rule, plus connu sous le nominatif assimilation pour les francophones, et l'indirect rule pour les anglophones. Un récapitulatif serait opportun afin d'expliquer les notions d'assimilation et d'indirect rule. Le direct rule, plus communément appelé assimilation, c'est une gestion plus centralisée des colonies, légiférée et exécutée directement par les colons eux-mêmes. Pendant l'expansion coloniale, le débat fut repris. Quels devaient être les termes du contrat qui liait la métropole à ses colonies? Quel devait être le statut des coloniaux? La théorie de la conquête coloniale reposait sur deux doctrines qui se voulaient différentes. La doctrine de l'assimilation et la doctrine de l'intégration. Arthur Giraud, qui fut l'architecte de la doctrine assimilationniste, présentait dans son ouvrage classique Principes de colonisation et de législation coloniale de 1894 une argumentation détaillée des idéaux de l'assimilation. L'assimilation, écrivait-il, est l'union plus intime entre le territoire colonial et le territoire métropolitain. Son but est la création progressive de véritables départements français. L'assimilation, poursuivait Giraud, doit être pensée comme l'héritière directe du projet de la Révolution française, car la Constitution de l'an 3 de 1795 avait déclaré que les colonies étaient partie intégrante de la République française. Traduction. Les Africains francophones devraient se référer qu'aux valeurs gauloises. L'indirect rule. Une fois les territoires conquis et pacifiés, il était parfois difficile de déployer sur place une administration coloniale d'occupation suffisante. Les territoires sous le régime de l'indirect rule étaient alors gérés par les chefs africains au profit de la nation coloniale, la nation britannique. En effet, en s'appuyant sur des dirigeants natifs, les Britanniques s'assuraient la collaboration de l'administration existante. Ils pouvaient ainsi réduire leur présence sur place. Ils garantissaient également la loyauté des chefs africains en place, qui avaient aussi la certitude de ne pas être renversés par d'autres chefs tant qu'ils étaient soutenus par le pouvoir britannique.
En effet, les rois avaient été déchus au profit des petites chefferies plus malléables. Ce système fut utilisé quelquefois aussi par les colonies françaises pour minimiser la résistance au régime de l'indigénat. Aujourd'hui, la plupart des Africains ont assimilé, quel que fût le procédé, le principe d'intangibilité des frontières. Ils ont accepté ne pas et n'avoir jamais appartenu à un royaume, donc ne jamais avoir eu une entité indépendante et souveraine. Ils ont accepté les nouvelles frontières imposées. Ils ont accepté les nouvelles nationalités imposées. Comment expliquer qu'un Africain, quelle que soit sa hiérarchie dans l'échelle de la raison, peut-il admettre appartenir à une nation dite ivoirienne, fabriquée de toutes pièces par son geôlier, et haïr sa moitié devenue un étranger burkinabé, tout aussi ignorant? Ce sont des étrangers burkinabés, maliens, guinéens et des Dozo qui font la loi en devenant des chefs de ces villages. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Désormais à l'ouest, les Burkinabés sont chefs de village et donc chefs de nos villes et de nos terres. Les Oueks sont désormais réfugiés sur la terre de leurs ancêtres. Le peuple Ouek, nord, épris de paix, voudrait que ces droits fondamentaux soient respectés, que la vie des Ivoiriens en général, et celle de ses enfants en particulier, soit considérée sacrée. Comment expliquer qu'en terre Yoruba, un fils du continent noir peut-il intégrer une spiritualité caucasienne et s'en prendre à son voisin et frère Batangé, tout aussi stupide adepte des préceptes arabisants? Et de deuil et de recueillement au Nigeria, les habitants de la région de Jos enterrent leurs morts. Des centaines de chrétiens ont été massacrés le week-end dernier par des musulmans, par des paysans musulmans. Les autorités redoutent une nouvelle flambée de violence. Comment expliquer que les grandes familles du royaume du Rwanda, datant du XVIe siècle, se sont retrouvées 500 ans plus tard à se détester au point de se décapiter mutuellement? Pour la petite histoire, sachez originellement que Tutsi est le terme attribué aux riches éleveurs de bovins et que Hutu était le terme admis à ceux qui en étaient dépourvus. Ce sont donc des adjectifs rwandais. Un Tutsi, s'il n'avait plus de bêtes, devenait Hutu et inversement. L'histoire nous révélera comment les sociologues et anthropologues de l'Occident se sont servis de ces adjectifs pour en faire une arme. Les Rwandais se concevaient d'abord comme des Rwandais. Ils étaient très fiers de l'être. Plutôt que de se voir en termes de Hutu, Tutsi et les Batwa, ils avaient d'autres appartenances. Alors les termes de tribu, clan et ethnie, au fait, n'arrive pas vraiment à rendre la réalité de ce qui est au Rwanda. Parce que les gens avaient d'autres appartenances, ou d'ailleurs ces Hutu, toi et Tutsi se croisaient, qu'on ne peut pas appeler, on appelait ça Amo, quoi, en Kinyarwanda. Et les cartes d'identité ethnique, elles ont été créées dans les années 30. Ces cartes étaient attribuées par les sous-chefs de l'administration, donc de la tutelle belge, en fonction de critères qui étaient imposés par les Belges, mais apparemment qui n'étaient pas totalement écrits. Donc, on suppose qu'étaient désignés comme Tutsi tous ceux qui possédaient plus que 10 vaches. Hein, ça, c'est la théorie. Mais ce n'était pas du tout comme ça que ça se passait concrètement. Concrètement, comme les Belges privilégiaient les Tutsis, des gens qui avaient un petit peu d'argent pour soudoyer le sous-chef pouvaient aussi obtenir une carte d'identité Tutsi. Et des Tutsis pauvres pouvaient ne pas l'avoir et pouvaient être rétrogradés définitivement comme Hutu, alors que c'était des catégories qui sont beaucoup plus complexes dans la période précédente, qui n'ont pas le même sens, en tout cas qui n'ont pas un sens tribal au sens ou ethnique au sens où on l'entend. Il y avait aussi un autre aspect de ça, c'est qu'il y a eu une baisse de qualité du personnel belge de la tutelle. Car les premiers Belges de la tutelle, ça paraît à peu près clair, étaient capables de se repérer dans les lignages.
non pas les ethnies ou les tribus, mais les lignages. C'est-à-dire, il y avait beaucoup plus que de lignages que ça, il y en avait 19, il me semble. C'est un système qui est horriblement compliqué pour nous et qui paraissait bien compliqué parce que, bon, il fallait simplifier. Hein. L'idée de catégoriser Hutu et Tutsi, c'est une façon de simplifier l'administration. C'est d'abord ça. Ce n'est pas parce qu'on était Tutsi qu'on devenait roi, c'est parce qu'on appartenait d'abord au clan Nyiginya et à une famille, un peu comme partout d'ailleurs. Bien sûr, quand le roi était Nyiginya, c'était pratiquement, enfin, ça allait de soi que son frère soit un prince plutôt qu'un petit agriculteur. Et effectivement, il y avait plus de Nyiginya sur le trône ou de beaux-frères du roi autour du trône que les pygmées ou les gens qui étaient perdus dans les collines. L'homme occidental est arrivé avec les schémas de pensée de cette époque. Les grands savants occidentaux étaient convaincus d'une idéologie raciologique, de la supériorité de la race blanche. C'était la représentation dominante à l'époque. Ils tombent sur des nègres un peu bizarres. Ils sont trop grands. Ils sont visiblement, à l'analyse de l'allemand qui parle, ils étaient trop beaux. En plus, ils avaient un pays structuré qui avait résisté. Ces gens-là ne pouvaient pas être des nègres, vraiment. Les Européens, étonnés de ne pas trouver la sauvagerie attendue au cœur des ténèbres de l'Afrique, entre guillemets, ténèbres de l'Afrique, ne peuvent expliquer l'organisation politique qu'ils y découvrent, en plus, dans une région aux sources du Nil, qui fait tant rêver, qu'en interprétant cette situation en termes d'invasion civilisatrice venue d'Éthiopie ou d'Égypte. Du reste, ils ne sont pas à plaindre. Ils poursuivent juste leur projet civilisationnel. C'est plutôt les pauvres enfants ignorants du royaume du Rwanda qui devaient être à plaindre. Ne voyez-vous donc pas que ces méthodes, ces principes, ces dogmes, importés et imposés par ces peuples indo-eurasiens barbares, n'ont qu'un seul but, diviser pour mieux régner. Au risque de me répéter, l'identité nationale d'un peuple se forgeant dans l'altérité, dans l'opposition à l'autre, l'Africain, à travers l'apologie de ces tout petits États préfabriqués par l'Occident, a accepté, avec une aisance déconcertante, que tout autour de son nouvel État-nation est étranger à sa vision, est allogène à sa toute nouvelle identité. Incompréhensible, c'est à perdre son Swahili. Le traité de Berlin de 1885 a-t-il offert aux Africains assimilés de nouvelles perspectives identitaires? Il est donc impératif de rappeler à tous ces ignares que l'identité ne se choisit pas. Et par conséquent, l'assimilation travestit votre entendement. Dans travesti, entendez bien, frustration et confusion. Juste de la démence. Le colonialisme s'est en effet évertué à morceler et atomiser les populations des royaumes africains qu'il fractionnait et asservissait en ethnies, en tribus, afin de mieux entretenir et au besoin d'attiser les germes de division politique. Il a dans le même but tracé des frontières qui séparaient parfois des membres d'un même village, d'une même famille. Tout ceci nous rappelle un peu l'histoire des deux Allemagnes. Cela dit, les Allemands, quant à eux, ont fini par recouvrer leur territoire d'origine. Ils ne se sont jamais reniés mutuellement. Jamais. Pour revenir à l'Afrique, plus tard, à l'organisation de l'Union africaine, l'OUA, cette institution africaniste, ancêtre de l'actuelle Union africaine, adopta dans les années 1960 le principe du respect de l'intangibilité de ces dites frontières
hérité du colonialisme. Maintenant que ce principe est mis à mal, il menace d'exploser à la face de l'Union africaine, des États et des peuples du continent. La question se pose de savoir comment gérer ce principe si contradictoire qui n'engendre que tuerie, maladie, pauvreté, haine et désolation en Afrique. Comprenez comme moi que retrouver notre identité rimera avec reconsidérer nos frontières d'antan. Comprenez comme moi que retrouver une dynamique économique forte nous imposera de renouer avec un nationalisme plus fédérateur. Je dis bien nationalisme à l'échelle continentale. Comprenez comme moi que le nombre fera la différence dans la durabilité. À bas le nationalisme désertique et burlesque des pays africains de Berlin 1885, la paix de l'ONU. Je vous remercie.